Changement climatique, crise sociale et sanitaire, enjeux écologiques. Et si on décidait de prendre soin de la Terre au lieu de chercher à fuir ses responsabilités? L'équipe INRES vous présente une interview inédite d'un acteur engagé dans l'écologie, Jean-Pierre Gou. Ingénieur et conférencier, Jean-Pierre est conscient des dérives de la conquête spatiale d'un point de vue éthique et se sert de son imagination pour créer des futurs plausibles et positifs. Pour lui, un changement de perception peut tout changer. Pour célébrer la sortie de la création originale et inédite INRES TV, le jour où les terriens sont devenus extraterrestres, voici un question-réponse extraordinaire avec Jean-Pierre qui nous a accompagnés dans ce documentaire. Belle écoute à toutes et à tous. Selon vous, est-ce le propre de l'homme que de vouloir aller au-delà des frontières, de visiter l'inconnu ? Les mentalités ont-elles été bouleversées par le fait que la place de la Terre dans l'univers soit remise en cause ? Oui, donc l'homme a toujours voulu aller au-delà du territoire qu'il avait déjà arpenté, donc au-delà de la rivière qu'il avait traversée, au-delà de la mer qu'il avait traversée, au-delà de la montagne qui l'encerclait, avec toujours l'idée de qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un paysage plus clément? Est-ce qu'il y a des choses à découvrir? Est-ce qu'il y a des choses qui lui faciliteraient la vie? Et il y a en nous un gène qui s'appelle le Wanderlust gene et qui justement donne à notre espèce cette curiosité d'aller découvrir. Et on a une créature qui est à la fois animée par cette curiosité de la découverte et aussi une peur du changement parce que changer de territoire, c'est s'exposer à des dangers et donc c'est prendre le risque de mourir. Et l'être humain a toujours été partagé entre ces deux choses et on lâche en chacun de nous. On a une partie de nous qui répond à l'appel à l'aventure et une autre partie de nous qui veut surtout pas. Mais cette partie qui nous appelle à l'aventure, elle nous a menés très loin très rapidement, cette espèce, puisque si Homo sapiens est né il y a 300 000 ans, on pense en Afrique, en quelques centaines de milliers d'années, elle avait presque conquis déjà, ou en tout cas exploré, et s'était établie dans toutes les contrées du monde qui étaient reliables, je dirais, à pied ou même par embarcation. On trouve des installations en Océanie il y a déjà 50 000 ans. Donc cette créature, elle a fait ce tour du monde rapidement sans être consciente qu'elle en avait fait le tour. La relation au cosmos, elle est très proche de la relation qu'on peut avoir avec l'exploration de cette terra incognita. Déjà, elle nous a servi à ça, c'est-à-dire que les étoiles dans ce monde qui était complètement en mouvement étaient des choses fixes, des repères sur lesquels on pouvait se baser pour faire des grandes explorations. Mais elle posait aussi un certain nombre d'interrogations. Mais ces interrogations, elles sont restées beaucoup plus longues. Par exemple, on sait que depuis très peu de temps que les étoiles sont des soleils et que le soleil est une étoile. C'est des choses qui nous paraissent aujourd'hui évidentes, mais ça a que quelques centaines d'années. Et donc c'est très récent. Donc on a, je dirais, conquis le territoire parce qu'il y avait des choses qui répondaient à des interrogations, on va dire, de survie ou de curiosité. Mais le cosmos, je pense, c'est une interrogation qui a été dans le fond de notre inconscient, en se disant mais qu'est-ce qu'il y a là-haut, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et il a vraiment fallu attendre les premiers télescopes, donc c'est Galilée, pour pouvoir déjà zoomer sur des choses extrêmement petites qu'on voyait. Mais depuis les Grecs et probablement bien avant, les hindous et peut-être même encore avant, il y avait une connaissance des grands cycles du cosmos. Et ces grands cycles du cosmos, même si on ne l'avait pas exploré, il y avait quelque chose qui nous guidait là-haut. Et dans cet ailleurs, peut-être qu'on se disait que nous-mêmes, on était issus de cet ailleurs, quoi, et qu'on est fait de poussière d'étoiles, on est fait de poussière de supernovas, on est tous faits des mêmes atomes, des mêmes particules qui ont été disséminées dans tout l'univers par le Big Bang. Donc on est des space persons, on est des créatures spatiales. On vit sur un vaisseau spatial et peut-être que la curiosité qu'il y avait envers les étoiles était quelque chose peut-être qui nous disait que là était notre vraie nature, quoi. La représentation qu'on a du monde, elle évolue en fonction de la connaissance et puis d'un certain nombre de chocs de paradigme qu'on a eu. Et au départ, on pensait peut-être que le monde était tel qu'il était et il avait toujours été ainsi, que les animaux qu'on avait là, ils avaient toujours été là, et que le temps présent dans lequel on était le temps absolu dans lequel l'humanité a toujours vécu. Quand on a commencé à
avoir des marques de l'histoire, à pouvoir inscrire sur des tablettes ou sur des papyrus notre histoire. On s'est dit qu'il y avait des gens avant nous qui n'avaient pas vécu la même chose que nous, donc le temps en fait est remonté jusqu'au temps de l'écriture, et au-delà de ça, il n'y avait pas de temps, et donc le monde avait, pour la plupart des gens, 4000 ans, c'est-à-dire à peu près les temps bibliques, c'était l'origine du temps. Et pour l'espace, c'est la même chose, quoi. L'espace était l'espace connu, l'espace qu'on peut parcourir à pied, ou éventuellement, si on croyait à ça, l'espace qu'on pouvait lire sur une carte, qui était l'espace qui avait été cartographié par les contemporains dans la région dans laquelle on vivait, mais c'était les représentations mentales qu'avaient les gens dans le monde. Et ces représentations mentales se sont étendues dans le temps et dans l'espace au fur et à mesure du temps. Et par exemple, même à l'époque de Buffon, Buffon avait publié un article à partir d'analyses géologiques où il trouvait que la Terre avait quelques milliers d'années de plus que les temps bibliques, et c'était une hérésie à l'époque, quoi. Alors que la Terre, on sait qu'elle a 4,5 milliards d'années. Et lui, en rajoutant quelques milliers d'années, il avait été traité d'hérétique. Donc à l'époque, étendre le temps, c'est quelque chose de très récent. Et donc ça, c'est il y a quelques centaines d'années aussi. Et donc plus on a gagné de la connaissance, plus la Terre a vieilli et plus l'espace a grandi. Et au point de devenir infini, c'est-à-dire avec des distances qui sont telles qu'on mesure en mégaparsecs, quoi. Donc c'est des distances monstrueuses, où on se rend compte que notre système solaire, déjà, nous, on est quelque chose d'infime dans ce système solaire, que ce système solaire, c'est qu'une étoile parmi les centaines de milliards d'étoiles de notre galaxie, que notre galaxie, c'est une galaxie parmi les centaines de milliards de galaxies, et tout ça, ça nous dépasse. C'est pas infini en tant que tel, c'est fini mais immense, mais on s'est dilué là-dedans. Et cette représentation du monde, effectivement, dans lequel on était au centre, dans le temps présent, d'un espace connu qui est celui qui nous environne, on s'est dilué dans un espace dont la profondeur temporelle est immense et dont la profondeur spatiale est absolument gigantesque. Et pourtant, on est toujours debout, et l'être humain, on est peut-être ce lien entre cet infiniment bref et cet infiniment long, cet infiniment petit et cet infiniment grand. On est là, et peut-être pour essayer de comprendre cet univers. Moi, je me dis que c'est là certainement une des finalités de notre espèce, par la conscience, c'est de se questionner sur la nature de l'univers et la nature de la réalité. Pouvez-vous nous partager votre expérience et votre parcours personnel ? Pourquoi avoir levé les yeux vers le ciel ? Quels ont été, selon vous, les déclencheurs de cette curiosité ? Qu'en est-il de votre rencontre avec Jean-François Clairvoy ? Dans ma vie, les déclencheurs de mon parcours, ça a toujours été une forme d'inquiétude, quoi. Une forme d'inquiétude entre à la fois la beauté et l'harmonie du monde qu'il y avait autour de moi et l'imprédictibilité et parfois la violence de la créature que nous sommes, quoi. Et donc violence envers soi-même, violence envers les autres et violence envers la planète. Et depuis que je suis tout petit, ces disharmonies dans le genre humain m'inquiètent, quoi. Et pour éclairer ça, moi j'ai toujours essayé de comprendre les choses, donc pour ça que je me suis tourné vers les sciences au début, mais je m'intéresse à des tas d'autres domaines que les sciences aussi. Mais donc moi j'ai fait une formation d'ingénieur, puis après de mathématicien, qui pour moi c'est des fondations, mais sur ces fondations je m'intéresse aussi un peu à tout ce qui sort de l'ordinaire pour essayer de répondre à mes interrogations. Et la véritable interrogation que j'ai, moi, c'est comment, justement, l'être humain qui semble être en disharmonie avec ce monde harmonieux pourrait retourner dans cette harmonie. Et donc j'ai toujours été en recherche à la fois des processus ou des analyses qui permettent de comprendre et éventuellement de proposer des solutions pour nous faire rentrer en harmonie. Et il y a beaucoup de pistes que j'ai explorées, mais dans celles qui aujourd'hui m'occupent le plus, il y en a deux. C'est une représentation mentale que l'on a qui est erronée et qui date en fait de qui nous sommes en tant que sapiens, et qui nous dit que nous vivons sur un monde infini, parce que tout dans nos sens et notre cerveau nous dit qu'on vit dans un monde infini, et à moins de l'arpenter en entier ou d'être astronaute et d'en avoir fait le tour, en fait c'est pas quelque chose de simple pour un humain de croire que le monde est infini. Et aujourd'hui, quand on combine le fait qu'on a une représentation de monde fini et qu'on est 8 milliards, là ça crée un bug.
quoi. Et comme on n'a pas l'impression d'être 8 milliards, on a l'impression d'être seul, puisqu'on ne se sent pas reliés, et on a du mal à concevoir cette notion de multitude. Chacun de nos gestes qui sont des petites disharmonies, répétées par 8 milliards de mains, créent ont des conséquences absolument désastreuses. Et l'être humain se comporte comme si le monde était infini, mais surtout comme s'il n'y avait pas de lien de cause à effet. Parce qu'on a perdu la notion d'interdépendance. Donc ça, c'est la deuxième représentation qui est, erronée dans notre cerveau. On pense que toutes les choses dans le monde sont disjointes et séparées, alors qu'en fait, elles sont reliées. Et dans notre éducation, on nous apprend à survivre, hein, ce qui est normal, quoi, et ça, c'est le cas chez tous les autres animaux. Mais sur les autres, ils sont quand même... Enfin, on ne les a jamais interviewés, donc c'est difficile de le dire, mais quand on les observe, un sentiment qui les relie entre eux et qui les relie aux vibrations, aux résonances des écosystèmes et des autres populations, aux autres habitants de cette Terre. Et nous, on vit comme si les autres habitants de cette Terre n'existaient pas. Déjà, on vit comme si les autres humains n'existaient pas. Et ce qu'on n'a pas compris, c'est que les conditions de vie sur cette Terre, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui est maintenu par cette toile du vivant. Et cette toile du vivant, en y étant indifférent et en la détruisant, en fait, on est en train de détruire le système de support vie de la Terre. Donc voilà, il y avait ces deux choses qui m'inquiétaient, le monde fini et la notion d'interdépendance. Et quand je m'étais interrogé sur ces questions-là, je m'étais aperçu qu'il y avait un petit sous-ensemble d'humains qui avait été, on va dire, qui accédait à un niveau de conscience supérieur sur ces deux notions, c'était les astronautes. Et donc, je me suis posé la question de comment, par une simulation ou par une expérience, parce que j'aime mieux le mot expérience que simulation, on pourrait faire vivre aux gens quelque chose de similaire à ces astronautes pour que nous comprenions ces deux choses-là, le monde fini et l'interdépendance. Et c'est l'origine, voilà, du projet One Home. Jean-François Clairvoy, quand j'ai découvert en fait la transformation qu'ont eu les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace et que je me suis demandé quelle était la nature de cette transformation poétique, puisque pour moi, c'est ça qu'on voit quand on a été astronaute, c'est qu'on utilise des mots de poète et des mots de philosophe pour parler de la Terre, alors que ce sont des gens qui étaient des ingénieurs ou des scientifiques. Et Jean-François Clairvoy, ça a été le premier astronaute que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années pour aller lui poser des questions sur ce qu'il avait vécu là-haut. Il avait été très étonné par mes questions. Je lui avais même fait relire mes romans pour être certain que ce que je racontais sur les astronautes, c'était crédible. Et puis comme c'est quelqu'un d'extrêmement précis, il m'avait corrigé un certain nombre de choses pour la vraisemblance, hein, ce qui est quelque chose de très important pour moi. Et depuis, on est devenus amis. Et Jean-François Clairvoy fait partie de ces astronautes émerveillés et qui partagent leur émerveillement instantanément. Et ça se voit dans ses yeux. Et le changement de regard, souvent, c'est très caractéristique d'un changement de conscience à l'intérieur. Et Jean-François Clairvoy voilà, fait partie des grands modèles pour moi dans ma vie. Quelle est votre opinion au sujet des dérives de la conquête spatiale, ainsi que des questions éthiques qui se posent ? Comment peut-on penser être dans une démarche respectueuse en conquérant l'espace, alors que nous ne sommes pas capables de prendre soin de notre planète ? Qu'en est-il de la terraformation ? Quelle est la volonté de la part des astronautes de conquérir l'espace ? Et quels sentiments expérimentent-ils ? Les premiers astronautes qui sont partis dans l'espace, au départ, ils étaient partis dans l'idée d'explorer l'espace. Donc, et ils ont été troublés en voyant la Terre. Et on va dire qu'il y a eu 3 troubles différents. Il y a eu le trouble de ceux qui étaient en orbite, qui ont été émerveillés par sa beauté. Il y a eu le trouble encore plus profond de ceux qui ont fait des sorties extravéhiculaires et qui se sont sentis comme des corps célestes en rotation avec la Terre, puisqu'ils étaient séparés de leur vaisseau. Et beaucoup d'astronautes qui ont fait des sorties extravéhiculaires avaient un sentiment qui était proche de l'ivresse des profondeurs que certains plongeurs ont eu. Et puis le sentiment encore plus grand, ça a été les 16 astronautes du programme Apollo. Donc il y en a 12 qui ont marché sur la Lune, mais il y en avait d'autres qui sont restés autour de la Lune. Et ces 16-là, en sortant de l'orbite terrestre et en voyant la Terre en entier, ils ont été encore plus profondément bouleversés. Et donc ce sont des basculements complets de perception du monde, parce que ce à quoi ils ont eu accès d'un point de vue perceptif n'avait rien à voir avec ce à quoi on peut avoir accès en étant sur Terre. Même si vous grimpez en haut de l'Everest, vous pouvez avoir un léger sentiment
de rotondité de la Terre, mais pas plus qu'en avion, puisque l'Everest, il est à 8800 mètres, un avion, il vole à 10 000 mètres, si vous aviez pris le Concorde, c'est à 20 000 mètres, donc en Concorde, on a une sensation de vivre sur une sphère, mais même en haut de l'Everest, on l'a quasiment pas. Et le fait d'avoir vu cette sphère, et donc d'avoir vu la totalité du monde, ça crée un changement de perspective, on va dire, sur le regard qu'on a sur le monde, mais aussi sur les questions qu'on se pose sur le monde. Et c'est souvent les questions qui amènent un changement que les seules perceptions. Et donc ça induit chez eux le début d'un questionnement qui les a amenés à remettre en cause la notion de frontière, comprendre par l'intuition qu'on formait une même espèce, que ces mêmes espèces ensemble formaient un tout vivant. Et quand vous écoutez les astronautes, ils ont des messages qui sont, pour moi, de la nature des messages dont on aurait besoin chez chacun des êtres humains pour vivre ensemble sur une petite planète. C'est certain que la peur est un sentiment qui les accompagne tout du long. C'est-à-dire que le milieu spatial est le milieu le plus hostile. Ils sont dépendants de leur combinaison quand ils sont en station en sortie extravéhiculaire ou de ce qu'on appelle le système support-vie du vaisseau dans lequel ils sont, qui recycle leurs fluides, leur fournit l'air et la nourriture dont ils ont besoin. Et ça, ils sont conscients que tout est très fragile et ils sont des opérateurs de cette fragilité. C'est vraiment, tous les astronautes sont des opérateurs de fragilité. Et d'ailleurs, je pense que ça participe à la prise de conscience de la fragilité de la Terre, puisque leur scaphandre ou leur vaisseau est une mini-Terre, un écosystème en soi dont ils doivent prendre soin. Et le fait d'en prendre soin, il doit y avoir une analogie un peu psychologique qui se fait avec le soin qu'on doit apporter à la Terre. Mais c'est sûr que l'expérience de l'astronaute n'est pas qu'une expérience agréable, c'est une expérience dans laquelle déjà il y a des décennies d'entraînement et la plupart des astronautes, c'est vraiment des rêves qui seront réalisés, mais très peu de gens qui rêvaient d'être astronautes sont devenus astronautes, donc ils savent à quel point ils sont chanceux, mais ils ont énormément travaillé là-dessus. Mais beaucoup ont travaillé là-dessus, ils ne sont pas arrivés jusqu'à là-haut. Et ils sont conscients aussi du risque qu'ils prennent, leur famille. Donc c'est aujourd'hui une expérience qui reste pour un petit nombre et une expérience qui reste extraordinaire, quoi. Il y a plusieurs questions éthiques qui se posent quand on va dans l'espace, et ces questions éthiques, paradoxalement, elles se sont posées depuis le début. C'est-à-dire qu'il y avait des questions, par exemple, de à qui appartient l'espace, et aussi est-ce qu'on ne risque pas de polluer l'espace avec les germes qu'on emmène? Est-ce qu'à l'inverse, on ne risque pas de ramener de l'espace des germes? Parce que la peur, ça serait de ramener une nouvelle forme de vie qui extermine toutes les formes de vie. Il y a eu des films de science-fiction ou des romans de science-fiction sur ce genre de scénario, mais ça fait partie des peurs. Donc il y a eu cette recherche éthique, et je dirais que jusqu'à aujourd'hui, on est à peu près dans les cadres de cette éthique. Et c'est vraiment à notre époque actuelle que des questions nouvelles sur la militarisation de l'espace, par exemple, se reposent sur des questions de l'appartenance des ressources minières dans l'espace. Et donc, on voit qu'on est en train d'exporter aujourd'hui, enfin, il y a encore des traités qui l'en empêchent, mais on est sur le point de bafouer cette espèce d'utopie qu'on avait bâtie autour de l'espace en y ajoutant potentiellement l'exploitation des ressources et la guerre, qui sont, on va dire, deux des choses qui ont le plus fragilisé la planète sur laquelle nous sommes. Donc ça fait partie des grands risques. Est-ce que c'est inhérent à l'espace ou pas? Est-ce que c'est inhérent à l'espèce humaine ou pas? Je ne pense pas. Je pense que l'espèce humaine, elle n'a pas toujours vécu en guerre, elle n'a pas toujours vécu en lutte les uns contre les autres. On a une représentation très guerrière de l'histoire du monde, mais il y a un certain nombre d'historiens qui expliquent que tout ça n'a pas toujours été ainsi et que les modes d'organisation qu'on a aujourd'hui n'ont pas été les mêmes. Donc on pourrait avoir une Terre en paix et un espace en paix. Et en tout cas, moi, je suis intimement persuadé que si on ne crée pas les conditions d'une paix entre humains sur Terre et des conditions d'harmonie entre la civilisation humaine et le reste des espèces dans la biosphère, il n'y a pas d'avenir pour une civilisation spatiale humaine, puisque l'échelle de temps à laquelle on doit résoudre ces problèmes écologiques, c'est-à-dire de l'ordre du demi-siècle, voire même fin du siècle, donc on a un chantier gigantesque qui nous attend,
Et on ne peut pas en même temps ne pas résoudre ce chantier et assurer des bases saines pour une expansion dans le cosmos. Sur la terraformation des planètes du système solaire, pour moi, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a une question de moyens alloués à ça par rapport à un moment où on devrait mettre tous les moyens sur la résolution de nos problèmes sur Terre. Mais si jamais les moyens qu'on associe à ça sont petits par rapport au reste et qu'on s'accorde sur combien on met, mais aujourd'hui, si vous additionnez les budgets de toutes les agences spatiales mondiales, c'est un budget qui est infime par rapport au PIB mondial. Et je pense que si on fait ça, non pas pour des raisons extractiles, mais des raisons de découverte et de compréhension de la vie, de l'univers, de la conscience, qui sont les grandes questions qui nous caractérisent et qui caractérisent peut-être l'univers, ça vaut le coup que l'humanité dépense une partie de ce temps pour créer ces avant-postes. Donc la question, c'est avec quelle intention on y va et quels moyens on y met. Si évidemment on met la moitié de la fortune planétaire, des richesses pour établir un colo de 200 personnes sur notre planète, c'est absurde. Mais donc tout est une question de coût. Et par exemple, à l'époque où le programme Apollo avait été un programme très cher, je pense que les retombées philosophiques, je ne parle pas des retombées techniques du programme Apollo, ont été absolument gigantesques pour le devenir de l'histoire de l'humanité et la conscience planétaire. Donc voilà. Et puis après, sur le succès de ces choses-là, je crois que la manière dont on aborde la terraformation est souvent une manière très simpliste par rapport à la manière dont la vie s'est développée. Et, la vie, elle a mis du temps à se développer et elle s'est développée par des couches très basses et puis après des couches de plus en plus complexes. Et aujourd'hui, il y a très peu d'expériences qui nous prouvent qu'il existe un plan de terraformation. C'est-à-dire, Elon Musk parle par exemple, éventuellement faire exploser un certain nombre de bombes nucléaires pour créer une atmosphère, parce que l'atmosphère est extrêmement ténue sur Mars. Mais ça crée qu'une atmosphère. Mais l'atmosphère, par exemple, nous, elle ne préexistait pas à l'apparition de la vie. C'est l'apparition de la vie qui a créé l'atmosphère. Donc en fait, on crée les choses dans les autres sens. J'ai l'impression qu'on risque de créer une atmosphère et qu'elle va retomber parce que de toute façon, il n'y avait pas toutes les bactéries autour. Donc c'est quelque chose de l'ordre de la permaculture, pour moi, la terraformation, plus que de l'ordre de la nucléarisation d'une planète. Donc la philosophie de la terraformation, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et qui peut nous amener à une philosophie plus générale qui est la philosophie de la régénération, dont on a besoin pour régénérer les écosystèmes sur Terre qui sont meurtris. Et donc, je crois que d'abord, apprenons à régénérer des écosystèmes qui sont mourants ici, avant de créer des écosystèmes dans des trucs où il n'y a absolument rien, où il n'y a pas les prémices, ce qui est beaucoup plus difficile. Le développement de la conscience humaine n'est-il pas un prérequis pour changer de rapport au cosmos, au vivant, à la Terre ? N'y a-t-il pas urgence à évoluer en tant que personne tout en restant sur Terre ? Oui, on peut se poser la question de savoir s'il était absolument nécessaire de partir dans l'espace pour grandir en conscience. On se rend compte que le fait d'aller dans l'espace, c'est à la fois regarder ailleurs et c'est aussi regarder vers soi quand on se retourne. Dans le regarder ailleurs, on va dire, en partant plus loin, on se rapproche de ce plus loin. Par exemple, en marchant sur la Lune, là, on peut décrire telle qu'elle est, alors qu'en la regardant depuis le sol ici, on peut émettre un certain nombre d'hypothèses. En allant sur Mars, on pourra décrire des choses qu'on ne pourra pas raconter si on n'était pas allé sur Mars. Donc, on peut mieux décrire le cosmos en y allant, mais en ce qui concerne la conscience humaine, ce basculement de conscience, il y a beaucoup de personnes sur cette planète qui ont grandi en conscience sans aller dans l'espace. Donc, c'est absolument pas une condition nécessaire et c'est ni une condition suffisante, c'est autre chose, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous ramène à un regard, non pas individuel sur nous-mêmes différents, mais un regard sur le collectif. Et ça, je crois que c'est la prochaine étape de notre évolution, c'est de former un collectif. Comme des bactéries ou des nuages d'oiseaux ou des bancs de poissons forment un collectif, et de se comporter comme un collectif. Et ce collectif, il a besoin de se regarder. Et quand il y a eu les premières images de la Terre prises depuis l'espace,
dans leur totalité, donc Earthrise en 68 et puis Blue Marble en 1972, ça a été à la fois pour nous un choc cognitif de se dire « wow, c'est ça notre maison, on ne l'avait jamais vue, enfin on la voit », mais c'est aussi, si on se place du point de vue de la biosphère, et qu'on est des éléments de la biosphère, il faut se dire qu'il y a des éléments de cette biosphère qui se sont extraits et qui l'ont regardé. Et ça, quand on y pense, ce basculement de conscience, il est humain, mais il est aussi biosphérien. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu d'autres espèces intelligentes avant nous, et on n'en sait rien, s'il faut, il y a 300 000 ans, il y avait des espèces qui sont déjà allées dans l'espace, ou qui sont déjà venues de l'espace, on n'en a pas la preuve, mais un jour on le découvrira peut-être. En tout cas, nous, dans ce que nous savons, on est les premiers à l'avoir fait et d'avoir donné ce changement de perspective. Et je me mets à la place de cette petite planète qui est là depuis 4,5 milliards d'années à regarder l'univers et qui, pour la première fois, s'est vue elle-même. Ça a dû être un moment extraordinaire. Et moi, j'ai coutume de dire que ce 7 décembre 1972, qui a été un moment clé dans l'histoire humaine, une histoire qui a 300 000 ans, c'est un moment clé dans une histoire beaucoup plus longue, qui a 4,5 milliards d'années, qui est l'histoire de la Terre. Parce qu'elle s'est vue pour la première fois. Et j'espère qu'elle s'est trouvée belle en plus, parce qu'elle est colorée, elle est vivante, elle est magnifique. La Lune la voyait depuis un moment, si on se met des jeux de miroir, mais elle ne s'était jamais vue elle-même. Et donc c'est un moment extraordinaire. Et ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas été dans l'espace, ou en tout cas pas capable d'envoyer une caméra, au moins capable de nous renvoyer une image. Donc sans quête technique, puisque facilement, juste par l'utilisation, on va dire, des lois de la nature, il n'y a aucun oiseau, aucune forme de vie qui sont capables d'aller au-delà de l'atmosphère. On est vraiment dans le royaume des humains. C'est-à-dire tout ce qui est au-delà, je crois que les formes de vie les plus hautes qu'on trouve, c'est peut-être à 30 ou 40 km d'altitude, il y a quelques petites bactéries, mais au-delà, il n'y a plus rien, quoi. Les animaux qui vont le plus haut, ça doit être les condors, et ça doit aller à 12 000 ou 14 000 mètres. Donc on est dans ce que l'humain peut faire de plus extraordinaire, et ça a ramené ce changement de conscience sur nous-mêmes et à la Terre. Et ça, je me dis, d'un point de vue philosophique, c'est absolument extraordinaire. Donc pour moi, ce détour par le spatial, il nous amène ce regard sur nous-mêmes en tant que collectif, et ça nous prépare à l'étape d'après de notre évolution. À votre avis, peut-on imaginer un jour explorer l'espace au-delà de la technologie ? Est-ce qu'une conscience, ça se projette ailleurs, quoi. Voilà, il y a des témoignages de gens qui font du remote viewing, qui sont capables de retrouver des otages. Même ces témoignages-là, il y en a certains qui sont contestés, il y a des histoires qui ont l'air attestées. Donc, en tout cas, si ces choses-là étaient attestées, peut-être que si on peut se projeter à un autre endroit sur Terre, on peut peut-être se projeter ailleurs. Mais pour moi, on est dans l'ordre du très prospectif. Mais je crois qu'il faut tout regarder, quoi. Et quand on voit la complexité aujourd'hui pour construire une fusée, on est 50 ans après le dernier pas de l'homme sur la Lune, qui est en 1972. Hein, on va fêter ça cette année, les 50 ans de Apollo 17. Et on a un mal fou à reconstruire une fusée qui nous amène sur la Lune. Et s'il n'y avait pas Elon Musk aujourd'hui, je pense qu'on serait incapable de remonter une fusée. Parce que les coûts ont explosé et qu'on n'a plus l'esprit d'aventure ou l'espèce d'esprit pionnier qu'on fait que les milliers d'ingénieurs du programme Apollo ont réussi ce défi. Passer par le véhicule de la conscience, si on pouvait se projeter sur Mars ou sur Sirius ou à l'autre bout de l'univers juste par la pensée, ça serait extraordinaire. Il y aurait toujours la question de est-ce que c'est vrai, quoi, tu vois, est-ce que ce que j'ai vu c'est la bonne chose? Donc voilà, ça pose beaucoup de questions, mais ça serait économe, on va dire, au moins en énergie. Mais est-ce que la nature de ce témoignage serait de la même valeur? Je crois qu'il faut qu'on progresse beaucoup sur ces techniques-là avant de pouvoir l'affirmer, mais ça fait partie des choses qui pour moi seraient assez fascinantes je trouve, à adjoindre à nos connaissances d'aujourd'hui. Comment parvenir à imaginer d'autres futurs qui ne soient pas catastrophiques ? Quelle est l'importance de rêver, imaginer des futurs possibles et positifs ? Oui, c'est important d'imaginer d'autres futurs et de rêver d'autres futurs parce que une des grandes crises qu'on a aujourd'hui, c'est une crise imaginaire. On parle de crise sociale, de crise politique, de crise économique, de crise écologique, mais derrière la grande crise, c'est une crise d'imaginaire. Dans les précédentes crises, il y avait des personnes qui étaient capables de proposer des concepts qui pouvaient surmonter ces crises. Et aujourd'hui, on a l'impression que ces crises sont tellement grandes et systémiques qu'il n'y a pas de solution. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions qui ont été
essayés, utilisés. Et donc ceux qui les ont utilisés, ils y croient plus non plus. Et donc voilà. Et moi, je crois au pouvoir de l'écriture, s'il est documenté, pour créer des futurs possibles. C'est ce que faisait Jules Verne à l'époque. Jules Verne lisait énormément et connaissait tout le savoir de son époque, qu'il mettait sur fiches. Et à partir de ces fiches, il rêvait. Et ces rêves ont inspiré des gens, parce que c'était des rêves qui étaient tellement réalistes que c'était presque une feuille de route à suivre. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Et quand on regarde l'histoire de la science-fiction, il y a beaucoup de choses qui ont été rêvées par la science-fiction qui se sont faites. Prenez par exemple Arthur C. Clarke, qui est pour moi un de mes auteurs préférés en science-fiction, qui est l'auteur de 2001, mais qui a écrit beaucoup d'autres choses avant. En fait, Arthur C. Clarke, on dit que c'est lui que Von Braun a donné à Kennedy pour que Kennedy accepte d'aller sur la Lune. Et en lisant les livres d'Arthur C. Clarke, il s'est dit « Ah ouais, ça serait un challenge sympa ». Donc, je crois à ça, et les écrivains sont des explorateurs, en tout cas les écrivains qui essayent de faire de l'anticipation sans nécessairement aller dans de la science-fiction. Barjavel faisait ça, d'autres le faisaient en France, Pierre Boulle, et puis ailleurs. Je crois que cette forme de littérature, qui est souvent vue comme une littérature de second rang, c'est une forme de littérature extrêmement importante parce qu'elles se libèrent un peu des contraintes du présent et elles essayent, elles se disent « j'explore », sans nécessairement dire si c'est bon ou mauvais. Et d'ailleurs, la plupart de ces livres-là, les utopies tournent en dystopie ou les dystopies tournent en utopie, on ne peut pas prévoir. Et elles explorent certains futurs. Et aujourd'hui, il y a un énorme besoin de rêver. Même le mot rêver, aujourd'hui, on se dit, mais on ne peut plus rêver. Tout ça, c'est un cauchemar. Mais quand on réalise que ce cauchemar est uniquement le fruit de certaines personnes néfastes, et c'était leur rêve, d'ailleurs, nous on appelle ça cauchemar, de contrôler, de voir ces gens-là. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui sont des problèmes imaginés par les humains, donc ils peuvent être dissous dans des rêves d'humains. Nous arrivons désormais à la fin de cette interview et espérons qu'elle vous aura plu. Retrouvez Jean-Pierre Gou dans le documentaire « Le jour où les terriens sont devenus extraterrestres », en exclusivité sur INRES TV. Merci à toutes et à tous, et à très vite.